Tu es capable de mettre un fond d'écran de laquelle? Bon, mais écoutez, on va pouvoir commencer. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir avec nous. Voilà comment ça va fonctionner pour ce soir. Donc, avant de céder la parole et la scène à Noémie Berlus, donc une figure qu'on ne présente plus, de laquelle le pilier de l'école à la maison au Québec, je vais vous présenter en quelques secondes en fait notre nouvelle série de webinaires donc hebdomadaires. Donc, on devait normalement, comme vous le savez, avoir notre congrès de la CAID au printemps, compte tenu de la pandémie. Donc, on ne peut pas se rassembler en mode physique, mais c'est pas parce qu'on ne se voit pas qu'on ne peut pas quand même prendre du temps ensemble. Donc, on a décidé de mettre sur pied une série de conférences qui vont être donc hebdomadaires. On en a une dizaine de programmées et puis on a déjà encore des conférenciers qui nous demandent de prolonger en fait cette série-là. Donc, ça se pourrait qu'on ajoute quelques dates. Ce qui est vraiment super, c'est que toutes les conférences vont être bilingues, donc que nos intervenants soient francophones ou anglophones. On a un papa, Étienne, qui fait l'école à la maison et qui nous offre donc cette traduction-là. Donc ça, c'est vraiment une belle nouvelle. Ce soir, la particularité, c'est que Noémie ne va pas animer une conférence, mais bien deux conférences, une en français, une en anglais, tellement elle aime ce sujet-là. Donc avant de présenter Noémie et puis le sujet de son webinaire, je vais juste vous expliquer vite fait les différentes conférencières et conférenciers que nous allons avoir très prochainement. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va avoir Catherine Léger, donc, qui est une maman qui fait l'école à la maison depuis 19 ans. Donc, elle connaît vraiment toutes les étapes de la scolarité. Elle anime aussi des activités avec son groupe de soutien. Et pour elle, l'école à la maison ne fait pas partie de sa vie, mais elle est sa vie. Alors, elle va nous donner deux conférences. Sa première va porter sur le programme de formation de l'école québécoise. Donc, elle va nous donner vraiment les grandes lignes, ça va mettre la table, elle va nous donner de l'aide aussi pour la rédaction des documents qui sont obligatoires à produire durant l'année scolaire. Et sa deuxième conférence, donc la semaine d'après, va porter sur le matériel scolaire, donc comment s'y retrouver, comment démêler les différents termes entre le cahier d'apprentissage, le cahier manuel, le cahier d'activité. Elle va nous aider à mettre de l'ordre dans tout ça. Le 22 avril, on est très très fiers, on va avoir Peter Gray, donc, qui est un chercheur et un académicien américain. Il est entre autres l'auteur du livre Libre pour apprendre et il va nous parler de la liberté d'apprendre. Lui, il a retiré son fils de l'école et il l'a mis dans une école démocratique, donc où il n'y a pas de son de cloche, pas de salle, pas de programme, où le jeu est libre, il est non structuré, chaque enfant a un droit de vote et sa philosophie, c'est vraiment que les adultes ne contrôlent pas l'éducation des enfants, mais que les enfants s'éduquent par eux-mêmes. Donc, une belle conférence à venir. Le 29 avril, on aura France Gagnon, qui est une animatrice d'atelier sur la parentalité bienveillante. Elle est maman de 5 enfants et elle fait également l'école maison depuis 19 ans. Elle nous parlera de avoir confiance en soi comme parent éducateur. Effectivement, en tant que parent éducateur, on a beaucoup d'émotions, beaucoup de craintes aussi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois dire si ma famille n'est pas d'accord avec mes choix? Si mes amis ne sont pas d'accord? Est-ce que je brime le futur de mon enfant en faisant l'école à la maison? Elle va nous donner vraiment beaucoup de pistes de solutions pour nous, parents éducateurs. Après ça, on arrive au mois de mai. On va commencer avec Stéphanie Sewell, donc qui est une ancienne professeure d'école et un ancien parent éducateur. Elle est également consultante en éducation indépendante et elle va nous parler de garder le mot maison dans l'acronyme l'école maison. Effectivement, au Québec, l'école maison est de plus en plus réglementée. Donc, elle va nous aider, nous donner des trucs pour rester conforme aux exigences du Québec, évidemment, mais pour trouver des moyens de mettre en place le mot maison dans l'école maison. Et durant cette conférence, on vous demandera d'avoir des crayons de couleur et des feuilles blanches parce qu'elle va nous faire plusieurs petites activités. On continue au mois d'avril et on va avoir quelqu'un que vous connaissez certainement très bien, André Stern, qui a grandi en dehors de toute scolarisation. Il est compositeur, luthier, conférencier, journaliste et auteur et il va nous parler des dispositions spontanées et de l'enthousiasme au cœur de l'enfance. Il va s'intéresser à l'écologie de l'éducation et donc à nos aptitudes face à l'enfant, des attitudes qui vont être remplies évidemment de respect et de confiance. Donc là encore, une belle formation à ne pas manquer. Elle va être suivie de celle de Thierry Pardo, donc à la mi-mai. Thierry est un chercheur indépendant. Il est auteur de nombreux ouvrages sur la liberté éducative et lui va nous parler de la déscolarisation, non pas des enfants, mais des parents. Effectivement, que les parents doivent entamer un cheminement personnel pour se déscolariser et permettre à toute la famille d'avoir une véritable liberté
liberté d'apprentissage. Donc vraiment, encore une fois, une conférence à ne pas manquer. On continue et la dernière sera avec Julie Nadeau, donc le 27 mai, fin mai. Julie est une maman de 2 enfants adultes maintenant et elle pratique le unschooling. Donc elle nous parlera du unschooling bienveillant. Donc comme vous l'avez vu, c'est vraiment toutes des conférences à ne pas manquer. Mais tout de suite, on rejoint donc Noémie Berlus qui va commencer en fait cette série de conférences avec un programme vraiment très, très intéressant. Alors, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Noémie Berlus, pourrait arriver. Noémie est maman de 2 enfants. Elle fait l'école à la maison depuis 2013. Elle est fondatrice et présidente de la maison d'édition Facile à lire, des super petits livres. Elle est également conseillère en gestion et évidemment directrice générale de l'ACED. Alors ce soir, elle va nous parler d'un sujet super intéressant et pertinent pour le moment qui est donc l'enseignement à domicile au-delà de la pandémie. Alors Noémie, elle a tout vécu. Elle a vécu l'école publique avec ses enfants, l'école privée, l'école à la maison très très stricte et jusqu'au unschooling. Et aujourd'hui, elle accompagne son fils aîné à décrocher un DES. Elle va nous partager pendant ce webinaire sa quête pour trouver ce qui correspond vraiment aux besoins des enfants et non pas peut-être à l'idéologie des parents qui se font de l'école à la maison. Elle va nous expliquer comment elle est passée de vouloir faire l'école à la maison juste 1 an en attendant une place ouverte dans l'école de son choix à finalement rester 8 ans à faire l'école à la maison. Et elle va nous aider à réfléchir à nos propres choix suivant cette année de retrait de l'école. Alors sans plus tarder, je passe la parole à Noémie Berlus. Merci beaucoup, Aurore. Merci à tous les organisateurs, organisatrices. J'ai fait ça longtemps à la quête, ce genre d'activité, et je sais le montant de travail que ça prend. Alors, merci à tous les bénévoles qui ont participé à la préparation. Je vais commencer par ajouter un peu à ma présentation, juste pour que vous compreniez d'où je viens et d'où j'ai développé mes opinions sur l'école à la maison, sur l'approche que j'ai d'enseignement avec mon fils. Et après, je vais faire le tour des différentes choses que j'ai faites pour essayer de trouver les meilleures façons d'enseigner et d'apprendre avec mes enfants. Et je vais enchaîner avec une analyse des pour et des contre des différentes choses que j'ai essayées. J'espère pouvoir vous donner des pistes de réflexion pour vous aider à réfléchir à ce que vous allez faire suite à la pandémie avec vos propres enfants. À la fin, on va avoir une longue période de questions à la fin. Donc, on m'a demandé vraiment de faire une présentation et après ça, d'accueillir les questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure pendant que vous y pensez, mais je vais répondre aux questions à la fin. Pour commencer, comme dit Aurore, j'ai 2 enfants, un garçon qui a maintenant 14 ans et demi et une fille qui a maintenant 10 ans et demi. J'ai été conseillère en gestion pendant 20 ans. J'ai un bac en finance et marketing de McGill. Et moi, ma job, là, pendant 20 ans, je voyageais partout dans le monde et j'essayais de régler les problèmes de différentes compagnies. On payait un gros prix pour analyser les enjeux des compagnies, les aider à régler des problèmes difficiles. Alors, par contre, de tous les problèmes que j'ai eu à analyser, je pense qu'il n'y en a pas un qui a été aussi compliqué parce qu'il était aussi important que celui de trouver qu'est-ce qui allait répondre aux besoins de mes enfants et plus particulièrement de mon fils aîné. Donc, j'ai vraiment utilisé les techniques et d'analyse d'enjeux que j'utilisais pour les entreprises pour essayer de résoudre les enjeux que je voyais pour mes enfants. Donc, on va faire des listes de pour et des contre pendant notre discussion. Dans ma carrière, j'ai aussi été entrepreneur. Bon, j'ai commencé 2 différentes compagnies d'édition. J'ai aussi fait ma compagnie de conseillère en gestion j'ai été à mon compte pendant plusieurs années et j'avais des employés. Alors, je dois avoir fait au moins une centaine d'entrevues d'employés. J'ai vu des centaines de CV. J'ai formé des vingtaines d'employés et souvent, je prenais des jeunes qui sortaient de l'université. Alors,
je pense que j'ai quand même une bonne idée de ce qu'on recherche sur le marché du travail. Ce que moi, en tout cas, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'employé pour des plus grosses compagnies, c'est quoi les qualités que je recherchais chez quelqu'un? Alors moi, quand j'ai essayé d'éduquer mes enfants, j'ai toujours eu en tête que mon but, c'était pas nécessairement qu'il y ait un 2S ou nécessairement qu'il passe un cours en particulier, mais qu'il soit outillé pour avoir des emplois de demain, puis des emplois contingentés, puis qu'ils puissent devenir entrepreneurs s'ils voulaient, qu'ils puissent régler des problèmes, des gros problèmes. J'ai aussi réalisé dans ma carrière que j'ai appris énormément des gens qui m'entouraient dans ma carrière et qu'il y a plein de choses que j'ai appris à l'école qui n'étaient pas nécessairement nécessaires pour le genre d'emploi que j'avais. Et il y avait des choses que je n'ai pas appris à l'école que j'aurais aimé savoir plus jeune, que ça m'aurait aidé dans ma carrière. Alors, ce point de vue-là m'a aidé à avoir un regard peut-être un peu plus critique sur l'école à la maison et ça informe ma vision nuancée du système d'éducation québécois, puis des pour et des contre comparé à l'école à la maison. J'ai aussi, comme dit Aurore, été directrice, je suis directrice générale de la CAIP depuis 3 ans. Avant ça, j'étais présidente du conseil d'administration pendant 2 ans. Et puis, j'ai fait partie de plein de comités, puis de la table de concertation au niveau national. J'ai rencontré d'autres associations. J'ai parlé à des centaines de parents à propos de leurs approches éducatives. J'ai côtoyé plein de groupes de soutien. J'ai fait des présentations et j'ai entendu plein de questions. Alors, je pense avoir une bonne vision de ce que les gens au Québec ont fait et qu'est-ce qui a été plus positif pour certains et qu'est-ce qui l'a été moins pour d'autres. J'ai aussi suivi plusieurs cours en pédagogie. Alors, j'avais commencé une maîtrise en technologie de l'éducation, fait que le matériel, les curriculums, l'éducation à distance, etc. Et j'ai depuis pris beaucoup de cours en pédagogie. Alors, j'ai aussi cette perspective-là et j'ai parlé aussi à beaucoup de gens dans le domaine de l'éducation. Je viens d'une famille d'éducateurs. Mon conjoint est professeur et ma mère a été professeure pendant 35 ans et on a d'autres parentés qui est dans le système de l'éducation. Alors, disons que j'ai baigné toute ma vie dans un monde qui me permet maintenant d'avoir une vision différente du système de l'éducation et d'un peu de l'intérieur et de l'extérieur. J'ai aussi, je vais vous dire, j'ai des enfants qui apprennent vite. J'ai des enfants qui ont été diagnostiqués comme ayant des profils de douance. Fait que sachez que beaucoup de ce que je vais vous parler, ça va être de cette perspective-là, mais ça reste que, d'après mes conversations avec énormément de parents, il y a des éléments qui se recoupent en termes de un enfant a besoin particulier, que ce soit parce qu'il apprend vite puis il se frustre rapidement ou parce qu'il apprend plus lentement puis il se frustre rapidement. Je veux dire, il y a des adaptations possibles dans le système scolaire, il y a des adaptations qui sont possibles à la maison. Le type d'adaptation va être différent, mais la présence d'adaptation ou non, on va voir qu'il y a des systèmes qui sont mieux placés pour s'adapter à l'enfant versus non. Et puis, moi, mes enfants ont surtout évolué dans le système anglophone, mais on a aussi essayé l'école privée francophone. Alors, sachez aussi qu'il y a certaines choses que je veux dire à propos des écoles qui s'appliquent peut-être plus aux écoles anglophones. De toute façon, loin de moi d'essayer de généraliser ce que j'ai vécu, je vais vous parler de mon expérience. Si vous pouvez en tirer de l'information que vous allez trouver utile, bien, tant mieux. Mais c'est sûr que je n'ai pas envoyé mes enfants à toutes les écoles du Québec et je suis sûre qu'il y a des exceptions, puis que j'ai vécu, il y a des choses que d'autres écoles ont ou n'ont pas. C'est vraiment juste pour vous donner une indication. Donc, bon, alors, j'ai fini avec le côté présentation de moi-même. Là, je vais rentrer dans mon vécu avec mes enfants. Donc, moi, si vous m'aviez dit que j'allais faire l'école à la maison il y a 10 ans, quand j'étais sur un avion en train de me rendre à Chicago pour rencontrer des clients, je vous aurais dit que vous en fumiez du bon.
les gens qui font l'école à la maison, je vais vous dire, c'est seulement des hippies puis des fous religieux qui font l'école à la maison. Et c'était ça que je m'imaginais, puis je ne pouvais pas comprendre pourquoi quelqu'un voudrait faire l'école à la maison. Euh, Quand mon fils a commencé à l'école, bon, on a visité les écoles du quartier, l'école alternative, l'école francophone, l'école anglophone. On a vraiment ratissé parce que pour nous, l'éducation, c'est la chose la plus importante pour notre famille. Et puis, on a fini par choisir une petite école anglophone qui avait des enseignants bienveillants, qui avait une culture d'école super animée, les parents étaient impliqués, les groupes étaient petits. C'était l'école parfaite pour nous. Mon fils a fait 2 ans et demi à l'école anglophone, ou en fait 2 ans et 2 mois. Euh, au deuxième mois de sa deuxième année, donc il a fait la maternelle la première année. Nous, on est une famille francophone. On avait l'éligibilité, mais on parlait français à la maison. On voulait que notre enfant soit bilingue. On l'envoyait à l'école anglophone. Alors, il a appris l'anglais à l'école. On était contents. Mais une fois qu'il avait appris l'anglais, puis que, bon, ça faisait 2 ans, il savait son anglais, il était rendu en deuxième année, tout commençait bien. Moi, j'ai eu une période de temps où je n'avais pas de contrat. Alors, j'ai pu passer plus de temps à regarder mon fils, à regarder les devoirs qu'il faisait. Et après 2 mois à l'école publique en deuxième année, il m'est revenu à la maison avec une pile de dessins, là, tu sais, une brique de photocopieuse. Là. Il m'a ramené une brique de dessins de l'école. Puis là, je me disais, ah, c'est super, il est pas, sa motricité fine n'est pas super. Fait que dans le service de garde, il doit faire des dessins. Tu sais, je suis contente qu'il travaille ça. Alors, je lui ai demandé, je dis, hey, tu fais des beaux dessins au service de garde, c'est le fun. Il me dit, non, maman, moi, c'est quand je finis mes devoirs, puis je dois attendre que les autres finissent en classe que je fais des dessins. Puis là, j'ai regardé la pile de 500 feuilles, là, puis je me suis dit, ben, est-ce qu'il fait autre chose que des dessins à l'école? En soi, faire des dessins, c'est pas une mauvaise chose, sauf que, tu sais, je dois organiser ma vie alentour de l'école, puis alentour des devoirs le soir, puis tout ça. Puis si je vais organiser ma vie alentour de quelque chose, je veux que mon fils soit éduqué. Et puis, pour la majorité des parents, ça ne serait pas une grosse affaire, tu sais, qui amène bien des dessins, bon, à un moment donné. Mais pour moi, je suis rentrée dans la panique totale. Et je vous explique pourquoi. Comme je vous ai dit, mes enfants sont doués. Ma famille est douée. Tout le monde dans ma famille teste comme ayant un profil de douance. Et dans ma famille, dans ma génération et plus bas, il n'y a pas un garçon qui n'a pas testé comme doué et il n'y a pas un garçon qui a fini son secondaire avec plus que 65% de moyenne. Alors, j'ai vécu toute ma vie à voir des hommes brillants sortir de l'école diminuée, avec des problèmes de système. Bon, excusez, là. Ah, ça. Est-ce que vous m'entendez? OK. Je suis désolée, mon micro, c'est débranché. Alors, je vais essayer de moins bouger mes bras, ça fait débrancher mon micro. C'est ça, j'ai vu des gars, les filles, ça allait bien, mais les gars, ils frappaient un mur au secondaire à un moment donné, puis ça marchait pas pour eux. Puis c'était pas parce qu'il était pas brillant, c'était pas parce qu'il avait du potentiel, c'était pas parce que les parents voulaient pas. Ma mère, qui était professeure, je dirais, elle a tout donné. J'ai vécu les crises et les chicanes et les punitions. J'ai vécu l'enfer quand moi, j'étais adolescente parce que mon frère, qui avait 4 ans de plus que moi, était dans une bataille perpétuelle avec ma mère sur tout, sur l'école, sur ce qu'il faisait après l'école, sur tout. Mais, et quand j'ai. Et
La théorie dans ma famille, ça a toujours été que l'école n'a jamais appris à nos enfants, à nos garçons, comment travailler fort. Les filles, ils étaient plus, je pense peut-être dociles, je sais pas, là, je veux pas mettre ça comme une mauvaise chose, là, que les filles réussissaient, là, je veux dire, j'ai réussi. Mais je sais pas ce qui arrivait, mais c'est ça. Puis quand on en parlait, là, avant que j'ai des enfants, c'était que l'école avait été facile au primaire, tellement facile et tellement peu adaptée aux besoins de stimulation et que les garçons arrivaient à mémoriser ou ils absorbaient sur le coup, il n'y avait pas à étudier, il n'y avait pas à bûcher. Puis le rendu au secondaire, quand il fallait se préparer pour des travaux qui prenaient, tu sais, qu'on ne pouvait pas faire le soir d'avant, quand il fallait vraiment étudier parce qu'il y avait du contenu à apprendre et pas juste régurgiter, mais faire de l'analyse. Ben là, tout à coup, les garçons se sentaient niaiseux parce que ça venait plus juste de même. Ils n'avaient pas appris à faire les étapes pour apprendre, pour être capable de réussir des travaux qui étaient compliqués. Et, et donc, quand mon fils est revenu avec sa feuille de dessin, et que là, j'avais plus de temps pour regarder ce qui se passait à l'école et je le voyais rentrer à la maison avec sa dictée à travailler pour la semaine. Puis là, je lui disais, ben OK, là, on est lundi, la dictée, c'est lundi prochain. On va faire ta dictée pour voir si tu sais, si tu comprends, qu'est-ce qu'il faut travailler. Puis il y avait la dictée, il y avait parfait sur sa dictée, la première journée. Fait que là, je disais, ben OK, on la met de côté, puis on ne travaille rien pour le reste de la semaine. C'est comme devoir. Là. Il est supposé travailler sa liste pendant toute la semaine, mais je ne vais pas le faire faire pour rien. Puis là, il revenait le lundi d'après, puis il avait eu 90. Il avait eu 9 sur 10 sur sa dictée. Puis là, j'étais là, ben, la semaine d'avant, il avait eu parfait. Fait que le 9 sur 10, c'est pas une amélioration. C'est pas un. Pour moi, c'est pas un succès parce qu'il a niaisé ou il s'est pogné le bacon parce qu'il n'a pas eu parfait. Mais je peux pas lui dire ça. Je peux pas lui dire, ben, tu as juste eu 90 t'es donc bien poche. Tu sais, je veux dire, il va falloir que tu travailles plus fort. C'était pas sain, tu sais, de s'attendre à ce que son enfant a 100. Mais je me sentais pas super à lui dire, hey, félicitations, tu as travaillé, tu as eu une bonne note parce qu'il n'avait pas travaillé. Puis il avait eu une moins bonne note qu'avant. Fait que je me trouvais dans une situation où j'étais comme, je sais plus quoi dire, tu sais, c'est comme, OK, ben, bravo, mais puis là, il revenait à la maison avec le certificat, meilleur ci, puis tu sais, ben, je me disais, il y en a d'autres qui ont travaillé plus fort que lui, je suis certaine, parce qu'il fait rien. Fait que j'étais mal à l'aise parce que je me disais, tu sais, il est pas en train d'apprendre, il régurgite des choses qu'il sait déjà, puis il se fait féliciter. Ça va donner quoi comme employé, ça? Il va se pointer au bureau puis il va s'attendre à ce que tout le monde l'applaudisse, tu sais? Ça marche pas, ça marche pas. Puis, fait que je suis retournée voir mon frère puis ma mère. Mon frère qui, à 50 ans, a essayé de retourner à l'université, mais c'est pas évident d'aller à l'université à 50 ans quand tu as une carrière et tu sais, quand il faut que tu travailles et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus dur de faire maintenant qu'il s'est remis des problèmes qu'il y a eu plus tôt. Puis, je lui ai demandé, tu sais, comment ça s'était passé, son primaire. Tu sais, j'essayais de voir si, bon, les choses étaient peut-être différentes pour mon garçon. Puis là, j'ai appris que mon frère euh, il avait sauté la deuxième année. L'école avait jugé qu'il était trop rapide, là, puis qu'il devait sauter une année. Fait qu'il a sauté sa deuxième année. Puis là, il me disait, puis tu sais, je disais, ah ben peut-être c'est ça qu'il faut pour mon fils. Il faut que j'aille demander, tu sais, un saut d'année, puis là, ça va être correct. Puis là, mon frère m'a dit qu'après avoir sauté sa deuxième année, il était rendu en troisième année. Ça a pris 3 semaines pour s'adapter, puis une fois que c'était adapté, ben c'était redevenu plate, l'école. Fait que, l'affaire, c'est que sa pente d'apprentissage, à lui, était de même. Puis, tu sais, là, je vais laisser tomber les bras, là, mais sa pente était plus rapide. Fait que même si on élevait le niveau de difficulté, ça restait qu'une fois qu'il atteignait le niveau, il dépassait ce niveau-là plus rapidement que les autres. Les pentes des enfants sont différentes. C'est pas juste le niveau qui est différent, mais c'est la rapidité qui est différente. Et si on se dit que des enfants apprennent à marcher à différents âges, puis que c'est correct, ben on dirait qu'à l'école, ce concept-là, il est plus aussi présent. Là. Puis, et c'est ça. Et mon frère m'a dit que rendu au secondaire, au milieu du secondaire 3, il a frappé un mur
Et il se pensait tout à coup niaiseux parce qu'il ne pouvait pas juste régurgiter des choses. Il pouvait pas juste ouvrir le manuel le soir d'avant puis avoir des bons résultats. À un moment donné, il a atteint son niveau que sa brillance ne pouvait pas surmonter ses lacunes côté habitude de travail. Et, et c'est là que ça commençait à dégénérer. Et puis, j'ai vu mon frère avoir des problèmes avec la drogue, des problèmes avec la loi. Et c'est ça. Il a fini ses études avec une moyenne de 65 au secondaire. Plus tard, il a essayé de retourner aux études. Il est allé au cégep. Ma mère est professeure a été professeure de philosophie pendant 35 ans et il y avait une entente dans les cégeps que quand ton parent travaillait au cégep, ben, il te donnait des chances. Fait que, tu sais, même si ta note n'était pas bonne, tu pouvais quand même rentrer. C'était comme dans le temps, là, c'était comme un non-dit, là, mais c'est ça. Alors, mon frère a pu essayer de finir son cégep à 6 différentes reprises. Il est retourné, puis la seule raison pour laquelle il arrivait à rentrer dans le cégep, c'est que ma mère tu sais, leur disait que c'était son fils et il n'a jamais fini son cégep. Il n'a jamais été capable. Le premier test, il y avait 100 le deuxième test, dans une matière, il y avait 60 parce qu'il n'avait pas étudié, puis il ne se présentait pas pour le dernier test. Donc, tout ça, quand j'ai vu mon fils arriver avec sa pile de dessins, j'ai eu une syncope. Je n'ai pas dormi pendant 2 mois. Je me suis dit que ça ne serait pas vrai que mon fils allait être massacré comme les autres gars de ma famille. Fait qu'il fallait que je fasse quelque chose de différent. Puis j'ai fait énormément de recherches sur la douance. Je suis même allée visiter un prof qui se spécialisait en douance à l'université de McGill. Puis je lui demandais comment commencer une école pour enfants doués. Puis j'ai vraiment tout exploré. J'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Puis c'est comme ça que j'ai appris que l'école à la maison, en fait, j'avais lu une anecdote d'un chercheur qui disait qu'il n'y avait pas de statistiques, mais que selon lui, anecdotiquement, ce qu'il voyait, c'est que 40 des enfants doués finissaient à quelque part dans leur parcours par faire l'école à la maison. Et ça, c'était aux États-Unis. Puis là, je me suis dit, OK, 40 là, c'est plus marginal. Là. C'est plus marginal, c'est un choix concret qu'ont fait beaucoup de parents. Et je me suis dit, ben, ça existe au Québec? Et je suis allée chercher et c'est comme ça que j'ai connu la CAID, puis j'ai pu commencer à faire l'école à la maison. Mais avant d'essayer de faire l'école à la maison, parce que j'ai vu la statistique, mais je me suis dit, c'est des hippies religieux qui font l'école à la maison, puis peut-être quelques parents doués, mais je ne suis pas rendue là. Fait que je suis allée voir toutes les écoles privées de Montréal et j'aurais dit que j'avais besoin d'une place pour mon fils. Et il y a une école qui, au début de l'année scolaire, là, m'a dit il y a eu une classe qui s'est désistée, la voulez-vous? Puis du jour au lendemain, même mon fils est allé d'une école anglophone à une école francophone avec un programme fort en français. Donc, il a rushé. Il a rushé parce que quand il est arrivé à l'école francophone, il n'avait jamais fait une conjugaison en français. Il ne savait même pas c'était quoi une conjugaison. Puis une semaine après qu'il arrive à l'école francophone, c'était le test sur les verbes avoir et être. Alors, on s'est assis puis on a étudié et c'est la première fois de sa vie que mon fils a rushé. Et il a rushé pendant 3 semaines pour merci Anne-Marie Labelle. Je m'ennuie de vous autres aussi. Je m'excuse, je regardais s'il y avait une question. Alors, il a rushé pendant 3 semaines, le temps qu'ils apprennent le concept des conjugaisons, puis qu'ils apprennent comment écrire en français, parce que parler français, on parlait français à la maison, mais il n'y avait pas écrit de façon soutenue en français avant. Alors, il a rushé 3 semaines. Comme mon frère avait rushé 3 semaines quand il avait sauté une année. Mais après les 3 semaines, il avait appris ses conjugaisons. Puis là, il savait.
Puis là, moi, je voyais mon fils. OK, là, c'était une école qui était plus stricte. Les uniformes, on ne parle pas pendant l'heure du dîner, on ne parle pas pendant les couloirs. On ne bouge pas sur notre chaise trop pour ne pas déranger. On a plus de devoirs. Les matières sont plus difficiles. Ou un peu plus difficiles, mais pas l'anglais, parce que l'anglais, mon fils avait fait l'école anglaise, donc les cours d'anglais ils étaient trop faciles. Les cours de mathématiques, ben, dans le profil de douance de mon fils, c'est les mathématiques, le raisonnement spatial qui est le plus avancé. Fait que les mathématiques, il était plus difficile, mais quand même pas à son niveau. La prof lui demandait de l'aider à corriger les travaux des autres élèves. Et puis, en français, il était à niveau. Fait que là, je me disais, OK, là, je suis en train de payer 3 000 $ par année pour avoir des cours de français plus avancés. En somme, c'était ça l'amélioration, là. Et un soir, j'ai partagé toute cette quête-là avec mon fils. Puis je me rappelle un soir, avec mon fils de 9 ans, de 7 ans, couché sur son lit, puis il m'a dit, Maman, hein, j'aimerais ça une école où les mathématiques, ça serait plus intéressant, puis l'anglais plus difficile, puis le français aussi. Puis là, qu'est-ce que tu veux? Ça n'existe pas une école avec l'anglais puis le français plus difficile, là. C'est un ou l'autre, puis il faudrait faire des sauts d'année. Puis je suis allée voir l'école privée pour demander pour le saut d'année, puis ils m'ont dit que ça se fait pas, que dans les 17 dernières années, il y en a juste eu un enfant qui avait eu un saut d'année et que pour le faire, il fallait avoir un diagnostic d'une psychologue, puis c'était toute une procédure. Et puis, on est allé voir la psychologue, on est allé chercher le diagnostic, on est revenu à l'école. Puis, tu sais, ils ne savaient pas quoi faire avec nous, là. Puis, mon fils il comprenait plus vite, mais faire plus de devoirs, il ne voulait pas faire plus de devoirs. C'était la chicane, là. Mon fils, quand il a rushé pendant les 3 semaines, là, il a fait le bacon à terre, là. Il était en crise parce qu'il ne comprenait pas. Puis c'était la première fois de sa vie qu'il n'avait pas compris quelque chose. Puis là, je me disais, OK, là, le challenge est fini, là. Là, on est rendu qu'on est dans le même moule que les autres, puis le challenge, il ne va plus jamais rencontrer un challenge aussi dur que d'aller de l'école en... Là, je vais tasser mon fil pour ne plus l'accrocher. Bon, excusez. Fait que, il ne va jamais avoir un challenge à nouveau. L'école, c'est un moule, puis si le moule ne fonctionne pas pour ton enfant, ben, il faut que tu te trouves à l'extérieur. Fait que, est-ce qu'on comble avec des tuteurs? Il n'aimait pas ça, faire des exercices, il n'aimait pas ça, faire des devoirs. J'avais beau lui proposer des activités plus stimulantes après l'école. Lui, il en avait ras-le-bas à la fin de l'école, là. Ça ne tentait pas d'en faire plus. Puis tu sais, d'en faire plus, pourquoi? Je dis, il y avait des bonnes notes. Pourquoi je le pousserais? Parce que peut-être en secondaire 3, il va trouver ça difficile. Lui, il s'en fiche, il a 7 ans. Voir lui parler de quand il va avoir 14 ans, le double des années. Je me rappelle, à un moment donné, je m'étais assise à côté de lui avec un diplôme, avec un bulletin, puis il y avait eu je sais pas, il y avait eu un C dans quelque chose, là, parce que quand ça ne l'intéressait pas, il ne le faisait pas. C'est pas qu'il n'était pas capable, c'est que quand ça ne l'intéressait pas, il ne le faisait pas. Puis là, je me rappelle, il y a un petit garçon de 7 ans, là, puis je disais, tu sais, là, le C, là, c'est pas une bonne idée. Il faudrait que tu vises des A. Puis je le regardais, puis il me regardait, puis genre, c'est quoi cette histoire-là? C'est une lettre sur un bout de papier, là. Veux-tu que je vais te le dessiner, ton A, si tu le veux? Je voyais là, que ça rentrait pas là, dans la tête d'un petit enfant. C'est pourquoi est-ce que son avenir dépend de la lettre qu'il y a sur son bout de papier. Puis moi, j'avais vécu ce système-là toute ma vie, puis ce système-là m'a servi. J'ai eu une super carrière. Je me suis acheté une maison. J'ai dépassé le salaire que ma mère elle faisait après 30 ans comme prof, après ma première année au travail. Je veux dire, c'est ce système-là qui m'a permis de réussir. Mais essaye d'expliquer ça à un enfant de 7 ans, là, que le C sur la feuille de papier, là, elle vaut quelque chose, puis elle veut dire quelque chose à propos de cet enfant-là. Là. Ça ne marche pas.
Ça marche pas, puis je réalise que non, ça marche pas d'essayer d'expliquer quelque chose comme ça à mon enfant. Puis ça me fait questionner, est-ce que c'est vrai que ce c'est-là, ça veut dire quelque chose à propos de mon fils? Est-ce que c'est vrai que ça veut dire que ce que lui dire que d'aller chercher ce A-là, c'est ça la meilleure façon de se dépasser, d'être curieux, d'apprendre à résoudre des problèmes, d'apprendre à être entrepreneur, à être créatif, à aller chercher toutes ces compétences que tu vas avoir besoin pour que plus tard, je veuille t'embaucher. C'était vraiment difficile pour moi de réconcilier ce genre de conversation-là avec mon petit garçon de 7 ans. Alors, avec la discussion avec la psychologue, pendant ce temps-là, on a parlé aux profs, là, on a parlé à la direction des différentes écoles. Il y avait une des profs qui était complètement dépassée par la situation puis qui ne réalisait pas qu'elle était dépassée. Alors là, je lui demandais, je disais, ben là, mon fils, les livres que vous retournez à l'école, à la maison, c'est pas intéressant là, pour lui, là. C'est trop facile. Il apprend rien. Puis non seulement ça, ça l'abrutit. Puis là, la prof, elle me disait, inquiétez-vous pas, madame, votre fils a beaucoup de questions, mais je réponds à toutes ses questions en classe. Puis là, je disais, ça se peut pas. Ça se peut pas parce que quand il me pose des questions à moi, c'est comme, il y a combien de gouttes d'eau dans l'univers? C'est pas en classe avec 20 autres élèves que tu es en train de répondre à cette question-là de façon adéquate. Donc, cette prof-là m'a convaincue que malgré que j'ai choisi l'école puis que j'adorais la majorité des profs là, puis ils étaient super pour mon fils, puis bienveillants et tout ça, c'est sûr qu'à l'école, il y a des années, à un moment donné, vous allez tomber sur une tarte. Puis je m'excuse d'utiliser ce terme-là parce que j'ai beaucoup de respect pour les enseignants. Ils font un travail incroyable, mais il y a des bons enseignants, il y a de mauvais enseignants. Et sur la carrière éducative de vos enfants au primaire, secondaire, avec les 15-20 profs qui vont avoir, et, bien, plus que ça, parce qu'au secondaire, il y en a plein, c'est pas vrai qu'ils vont tous être top-notch. Puis c'est correct aussi, parce que les enfants doivent apprendre à composer avec ça. Mais il y a une différence entre un prof au secondaire sur plusieurs, puis la prof qui va être devant mon enfant pour toute l'année au primaire. Moi, j'étais pas prête à donner cette expérience-là à mon fils. Je me suis dit, ben non, il faut trouver quelque chose d'autre. La psychologue nous a dit que oui, en effet, l'école maison, ce serait bon pour notre fils. On l'a pris à la maison. Et là, je me suis dit, moi, là, je suis une étudiante A, là. Puis la psychologue a dit qu'il fallait qu'on stimule. Fait que je vais être la meilleure mère éducatrice qui va stimuler son enfant. Il va être stimulé, je vais avoir le A de stimulation d'un enfant, là, parce que c'est pas vrai qu'il va être comme mon frère. Un côté problème qu'il y a eu, là, on va s'entendre que j'aime beaucoup mon frère, puis il y a beaucoup de qualités, là. Puis, c'est pas vrai que que j'aurais pas un A comme mère éducatrice. Fait que là, j'ai sorti tous les livres, là, j'ai sorti tous les programmes. Il était en train d'apprendre la programmation, il était en train d'apprendre l'italien, il apprenait la musique. J'étais allée chercher des tuteurs, puis moi et mon conjoint, mon conjoint, il est prof de littérature française. Moi, j'ai pété des scores en anglais, puis en finance. Fait que, écoutez, là, pour enseigner le primaire en mathématiques, français, anglais, il n'y en avait pas de problème à la maison. Puis on allait chercher des spécialistes, puis des cours, puis j'étais prête à mettre l'argent. Je travaillais encore comme conseillère en gestion. Fait que là, on était prête à mettre la totale. Tout le monde était enthousiaste. J'avais les meilleures conditions d'apprentissage pour mon fils. Tout le monde était prêt, puis énergétique, puis go, 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 sauf le premier concerné. Mon fils, il a subi notre anxiété de performance pendant 2 ans avant qu'on décide que ça marchait pas. J'ai fait la première année d'école maison à mon fils. Je faisais des listes de devoirs à faire et mon fils devait finir sa liste de devoirs. Et moi, je considère que notre programme était le programme plus. Tu sais, j'avais toutes les matières du programme, puis on avait bourré plein d'autres affaires. Puis mon fils, il faisait
du 9 à 2 là, d'apprentissage. Là. On répartissait ça sur la journée, mais il haïssait ça. Il haïssait ça. Puis il me le faisait sentir. On a une famille de garçons têtus qui sont réfractaires aux apprentissages formels. On s'entend que maman avec fiston, maman qui veut, puis qui est toute enthousiaste, puis là, OK, là, j'ai un projet, puis tout ça. Puis avec fiston qui fait un concours de face de bœuf, là. Genre, ouais. euh, Mmh, c'est quoi ça te tente d'apprendre? C'est quoi que tu veux faire? Quel projet? Je sais pas. En combien de temps il faut que je fasse ça avant que je puisse faire de la tablette? Je suis obligée de faire ça? Fait que j'ai vécu ça pendant 1 an. Rendu en mars, on a commencé l'école maison en novembre à peu près. Rendu en mars, je pleurais tous les soirs. Tous les soirs, je pleurais. Mon fils progressait bien. C'est un enfant qui est rapide, puis je donnais une tonne de stock à faire. Là. Fait que sur papier, là, l'ADEME, le gouvernement, la famille, tout le monde, là, c'était le top. Là. Il était prêt, il s'en allait commencer l'université à 16 ans, genre. OK? On est en train de faire le double de la matière 2 fois plus vite. Mais il était malheureux. Il était malheureux. Puis, une des raisons pour lesquelles on a fait l'école maison, la psychologue avait identifié que notre fils faisait de l'anxiété et qu'il y avait des signes de dépression. Et on le voyait, mon fils n'était pas un enfant joyeux, il était morose. Puis c'était pire quand on l'a pris à la maison, là, puis qu'on faisait l'école à la maison de performance. Fait que là, je me suis dit, ben écoute, peut-être c'est moi, là, je veux trop, je suis pas bonne enseignante, je suis pas une bonne prof. On va essayer autre chose, coudonc. Fait que j'ai recommencé à prendre beaucoup de contrats. Puis c'est mon chum qui a pris une sabbatique et qui a fait l'école à la maison à mon fils. Et mon chum, rendu en mars, il pleurait pas, mais je rentrais là, puis il était blanc. Il était blanc. Je pensais qu'il allait mourir, là. Puis là, rendu en mars là, de la 2e année, j'ai réalisé que c'était pas moi, là, parce que mon chum, il est super bon pédagogue. Il a toujours plein de bonnes... il a des bons scores dans les Rate My Teacher, puis les trucs là, où les étudiants l'évaluent. Puis je voyais ce qu'il faisait avec notre fils, puis c'était super. Je voyais pas qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux, là. Puis pendant ce temps-là, je rencontrais aussi des familles, parce qu'on faisait partie de centres communautaires d'école maison. On côtoyait d'autres familles, on faisait des activités avec d'autres familles. Puis je voyais les enfants des autres qui étaient curieux, qui faisaient plein d'affaires. Et écoutez, on allait au centre communauté à Montréal, puis il y a un monsieur qui était venu bâtir un robot qui permettait de distribuer de la panure de crêpes sur une plaque chaude et ça distribuait la panure en forme du nom de l'enfant. Et les enfants ont bâti ça au centre. Puis là, j'étais comme, hey, vas-y, là, va faire ça, c'est le fun. Je disais, il faut que je le fasse combien l'activité avant que j'ai le droit d'arrêter? Hey, écoute, là, c'est bâtir des robots, c'est des Legos, là. C'est quoi ton problème? C'est manger des crêpes, là. Il n'y a rien de pas plaisant là-dedans. Mais c'était l'obligation. C'est ça qui faisait qu'il se battait contre tout ce que je l'obligeais à faire. Puis, pendant ce temps-là, je voyais tous les autres enfants, les enfants dont les parents, ils ne se tortillaient pas autant que moi à créer des programmes, puis faire des listes, puis trouver des experts, puis tout ça. Puis les enfants étaient en train de manger des crêpes, puis en train de bâtir des robots, puis en train de... Puis je me disais, ben, ces enfants-là, moi, je veux un enfant comme ça, là. C'est où qu'on va les chercher, ceux-là, là? Que tu leur montres quelque chose, puis ils sont intéressés, puis ils posent des questions, puis ils sont curieux, puis qu'ils veulent sauter dedans, puis apprendre, puis avoir les yeux émerveillés. Tu sais, c'est où, ces enfants-là? Fait qu'à un moment donné, les maudits hippies avec leurs enfants qui leur laissaient faire, tu sais, qui laissaient faire à leurs enfants ce qu'ils voulaient, là. Puis les enfants qui couraient partout, puis que, tu sais, ben, je me suis dit, tu sais, je pense que j'aimerais mieux en avoir un de même que d'avoir le mien qui veut comme rien faire, puis que tout est une bataille. Tout, à un moment donné, là, c'était le matin, il faut que je fasse combien de devoirs avant que je puisse faire de la tablette? Puis là, je disais, OK, ben,
normalement, il fallait qu'il finisse sa liste, puis il avait le droit à 30 minutes à la fin de la journée. Ben là, il me disait, ben si je fais 1/5 de ma liste, je peux-tu faire 5 minutes après? Puis tu sais, il utilisait son intelligence là, pour négocier comment avoir plus de temps de ce qu'il voulait faire. Puis là, moi, mon gros enjeu là-dessus, c'était, OK, je suis peut-être capable de m'asseoir dessus puis de le forcer à faire les cahiers puis les exercices puis toutes les affaires que je veux pendant quelques années encore. Mais à 16 ans, là, à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans, là, au milieu du secondaire, quand le mur va arriver, là, le mur dans lequel mon frère et mes cousins ont rentré, là, est-ce que je vais être capable de m'asseoir dessus assez pour qu'il fasse ses cahiers encore? Puis la réponse était non, je l'ai vu. T'as beau crier, t'as beau enlever des affaires. Mon frère, il est parti à 17 ans de chez nous, là. Les conséquences, là, ça dure jusqu'à un certain moment. Puis après ça, ben, tu n'as plus de contrôle. Puis moi, ma question, c'était qu'est-ce qui arrive après le contrôle, là? Je peux contrôler, je peux forcer, je peux obliger. Qu'est-ce qui arrive quand il va devenir plus grand que moi, puis qu'il est capable de sortir de la maison puis de claquer la porte? Est-ce que je veux être une partenaire de mon enfant à ce moment-là? Ou est-ce que je veux être la chose qui est en train de claquer quand la porte à claque? Puis, après tout cheminement, après avoir vécu 2 ans en voyant d'autres familles qui faisaient du unschooling, qui respectaient leurs enfants, puis qui laissaient leurs enfants faire ce qu'ils voulaient, là, puis que les enfants apprennent ce qu'ils veulent apprendre, de la façon qu'ils veulent apprendre, puis s'ils ne veulent pas apprendre quelque chose de formel, c'est pas grave. Ben, j'ai dit à mon chum, et aussi après beaucoup, beaucoup de lectures. J'avais déjà fait beaucoup de lectures sur l'éducation par les programmes que j'avais faits. Puis pendant la crise de Hey, mon fils est brillant, puis la deuxième année est en train de l'abrutir. Puis là, j'ai continué à faire de la lecture, j'ai continué à rencontrer des parents qui faisaient l'école à la maison, puis à parler à du monde, puis à essayer de trouver des solutions. J'étais en mode solution tout ce temps-là. J'ai lu le livre de Peter Gray. Je suis vraiment contente que la CAD l'accueille bientôt. Et ça m'a convaincue d'essayer l'unschooling. Puis là, je suis allée voir mon chum, puis j'ai dit, lis ce livre-là, parce que je me demande si on ne devrait pas l'essayer. Puis moi, je m'attendais à ce que mon chum, il me dise, ben, t'es-tu folle? Puis que là, j'étais comme, OK, c'est pas de ma faute, on le fait pas. T'sais. Je m'attendais à ce qu'il me convainque de ne pas le faire. Parce que c'était fou, là, comme idée de laisser son enfant faire ce qu'il voulait. Là. Ça n'a pas de sens. Puis là, mon chum, il a lu le livre. Puis vous vous rappelez que c'est lui qui est en train d'éduquer mon fils à ce moment-là. Fait que, tu sais, qui était blanc puis écœuré, là. Puis il m'a dit, OK, on essaye ça. Puis là, j'étais comme, non, 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 mentalement, je n'étais pas prête. Là. Moi, j'étais prête à ce qu'ils me disent non, puis que je puisse mettre ça de côté, puis trouver une autre solution. Fait que je dis, ben écoute, notre fils est d'avance, là, puis il est intelligent. Fait que même s'il perd une couple d'années, il va pouvoir se rattraper. Là. On va essayer, mais essayons de, juste demander 30 minutes par jour, là, juste pour avoir une certaine sécurité. 30 minutes par jour, il va apprécier ça. C'est mieux que notre 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour. Puis nous, ça va nous rassurer. Fait que, on va faire un peu unschooling, un peu moitié strict pour les maths puis le français, disons. Puis ça a duré 4 jours. Parce que la première journée, on a dit « Hey Léo, tu as juste 20 minutes à faire. Wouhou! » Après 5 minutes, « Je peux-tu faire 5 minutes d'écran, maman? Ah, je suis obligée de faire la 15 minutes? Ah non, pas ça! » Je suis comme « Hey, là, je ne vais pas vivre ça pendant toute la journée pour sortir 20 minutes de travail de mon fils à la fin de la journée. Là. C'est pas vrai. Là. Je suis comme « Non. » Donc, après 3 jours, on a dit, on va l'essayer, l'unschooling. On peut toujours arrêter plus tard si ça ne marche pas. Fait que là, j'avais lu le livre de Peter Gray, puis j'avais lu plus de livres, puis ça disait, allez transitionner du formel au unschooling graduellement. Faites juste dire oui plus souvent, de plus en plus souvent, pour que ça soit smooth. Moi, mon chum, il se retourne et dit, OK, à cette heure, les enfants, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous vous couchez quand vous voulez. J'étais comme, qu'est-ce que tu as fait là? Fait que du jour au lendemain, mes enfants, 0 règle. Mais en même temps,
je veux dire, bon, ça a été weird pour le coucher là, pendant 2 semaines. Là. On a eu une petite période d'adaptation à faire. Mon fils est tombé dans l'écran bien raide, là. C'était l'écran, là, le- le soluté d'écran, là, journée longue. Ma fille qui était plus jeune à ce moment-là, elle avait quoi? Elle avait 5 ans. C'était moins, tu sais, c'était encore moi qui accouchais. Fait que, tu sais, si elle voulait que je la couche, ça n'a pas vraiment changé grand-chose pour ma fille. Mais pour mon garçon, c'est ça. Il a commencé à se coucher plus tard. Il a fait de l'écran. Les 2 premières semaines, euh, j'ai failli mourir, là. Il écoutait toutes les niaiseries possibles et imaginables en ligne, là. Toutes les affaires là, des gars qui se mettent dans des paniers d'épicerie puis qui se laissent tomber en bas d'une colline, puis là, l'autre qui se donne des coups de pied dans les chenolles, puis je, je, je- mon chum puis moi, on se tenait l'un après l'autre en disant, là, il faut être, c'est supposé d'être normal, là. On va survivre, il va survivre. Ça se peut pas que cet enfant-là ait nos gènes, là, nos gènes d'entrepreneur, nos gènes de curiosité. Mon chum, il a créé il a été clown, il a créé des pièces de théâtre, il a écrit des livres, il a fait plein d'affaires. Puis moi aussi, j'ai fait plein de projets. Je dis, ça se peut pas que notre enfant a des gènes de je me mets dans un panier d'épicerie puis je me fais aller dans le trafic, genre là, tu sais. Et comme de fait, après 2 semaines d'écouter de plein de niaiseries, là, je commençais à regarder ce qu'il regardait, puis ça devenait euh, plus instructif. Pas nécessairement éducatif comme dans le programme, mais il regardait des émissions de science, il regardait les jeux qu'il jouait, demandaient plus de stratégie, demandaient plus de réflexion, demandaient plus de planification. Puis, puis avec le temps, il a toujours, il a appris tout ce qu'il pouvait d'un jeu, puis il a changé de jeu. Puis il passait à autre chose. Il a commencé à lire des choses en ligne. J'ai beau y acheter des bibliothèques de livres, c'est lui qui trouve les choses qui l'intéressent en ligne. Je ne sais pas exactement tout ce qu'il lit, mais il y a du vocabulaire. Il y a des réflexions éthiques quand on parle, quand on voit des enjeux, puis je lui parle, il y a une réflexion nuancée. Mais mon fils est vraiment un autodidacte. Il apprend par lui-même. Puis n'importe quand que j'essaie d'y expliquer quelque chose, euh, quand il était jeune, il faisait juste partir. Et c'était comme, regarde, c'est comme si quelqu'un avait allumé la télé, là, puis il n'est pas intéressé, fait qu'il s'en va, là. Maintenant, si je lui parle, ou il y a 2 ans, quand je lui parlais, il était assez poli pour dire, pour me regarder, pour sourire quand je parlais. Puis là, à un moment donné, quand il y avait une pause, il me disait, OK, t'as-tu fini? Je peux-tu partir maintenant? Puis là, je disais, ben, OK, va-t'en. Bon. Mais fait qu'il voulait rien comprendre. Il veut pas apprendre de moi. Il veut pas apprendre de quelqu'un d'autre, en fait. C'est même pas de moi, c'est de quelqu'un d'autre. Il a passé 4 ans devant son écran. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. On a eu beaucoup de négociations quand même parce que je voulais qu'il sorte des fois. Fait que, bon, il fallait qu'il aille au centre communautaire au moins une fois par semaine pour ma santé mentale à moi. On lui a demandé de choisir un sport puis de faire au moins un sport pendant longtemps. Il faisait une activité par semaine. Ça, je ne l'ai jamais intéressé, mais il le fait parce que, bon, encore une fois, pour notre santé mentale à moi et mon chum. Mais énormément de choses ont été faites par discussion. Je vous dirais que ça a pris 6 mois, 1 an avant que notre fils croie vraiment qu'on était dédié au unschooling, puis au fait qu'il allait pouvoir choisir ce qu'il allait faire ou non. Mais une fois qu'il a commencé à vraiment croire qu'on n'allait pas backtracker, qu'on n'allait pas reculer, puis lui enlever cette liberté-là, il a commencé à plus respecter notre opinion. Alors là, la façon qu'on fonctionne, c'est souvent qu'on va avoir une discussion avec lui des pour et des contre des choix qu'on le voit faire. Et on va lui donner notre avis. Mais après ça, c'est sa décision, c'est sa vie. Puis on a essayé de se battre, puis ça ne marche pas. Pas pour notre fils. Fait que on l'a laissé faire des erreurs. Euh,
à un moment donné, il a arrêté de brosser ses dents, régulièrement. Ben, j'ai pris un rendez-vous chez le dentiste un peu plus tôt, puis il a passé 1 heure et demie sur la chaise du dentiste. Puis j'ai demandé au dentiste qu'est-ce qui arrivait s'il ne brossait pas ses dents. Puis le dentiste, il a fait un cours sur ce qui pouvait arriver, puis il a sorti ses diapos avec toutes les maladies de gencives et de dents. On a fait un cours de science. Mon fils a été horripilé par plein d'images de dents, puis de bouche, puis de dégueulasse. Et maintenant, il calcule son temps de brossage de dents et il me dit quand il manque de soie dentaire, puis c'est celui qui se brosse les dents le mieux chez nous. Mais si je l'avais poussé à brosser ses dents tous les soirs, je pense qu'il aurait juste arrêté quand tu sais, si j'étais pas là, il l'aurait pas fait, là. Puis le jour qu'il allait partir, ben, peut-être qu'il le ferait pas, là. Fait que, le style de mon enfant, c'est d'apprendre par l'expérience et il a fallu qu'il apprenne par expérience que notre avis, à moi et mon conjoint, était valable et était une bonne source d'information. Fait qu'il a fallu qu'on le laisse faire des erreurs. Il a voulu expérimenter la nuit blanche quand il en avait 9 ans. Il avait le droit de se coucher à l'heure qu'il voulait. Alors, il a travaillé. Fait que là, le premier soir, on s'est couché à 10 heures, le deuxième soir à 11 heures, après ça à minuit, après ça, jusqu'à quelques jours plus tard, on s'est levé à 7 heures du matin, puis il était là devant son écran de même, là, en train de mourir de fatigue, et qui regarde mon chum, puis qui dit: «Je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait faire une nuit blanche.» Puis après ça, pendant 2 ans, il se couchait à 1 heure, beaucoup plus raisonnable, puis on n'a pas eu à se battre. Puis je pense que, en tout cas, tout ça pour vous dire que l'important, c'est de trouver, heu, si vous arrivez à trouver ce qui motive votre enfant à apprendre, c'est vraiment fort. Alors mon fils, a décidé à 13 ans, moi j'ai toujours dit à mon fils: «On va te soutenir dans tout ce que tu veux faire jusqu'à 16 ans. Rendu à 16 ans, soit tu es en train d'étudier, soit tu payes un loyer.» Parce que, c'est bien beau si ça ne te tente pas d'étudier. Puis il y a plein de carrières que tu peux avoir où, tu sais, si tu veux être programmeur, si tu veux être, artiste, si tu veux, être entrepreneur, tu as pas nécessairement besoin de ton DES. Nous, on pense que tu devrais aller chercher ton DES, mais c'est à toi de décider, c'est ta vie. Puis on le sait que si on t'essaie de te forcer, ça ne marche pas. Hem, Fait que mais à 16 ans, moi, c'est pas vrai que tu vas jouer à l'ordinateur toute la journée, à moins que tu aies payé pour. Ben, en tout cas, tu peux jouer toute la journée, mais trouve-toi une façon de me payer un loyer parce que moi, tu ne seras pas sur le BS à la maison. Fait que puis j'ai dit: «Quand tu vas être plus vieux, peut-être que si tu veux rien faire, ben, il y a toujours le bien-être social. Je n'aimerais pas que tu sois sur le bien-être social. Je vais tout faire pour pas que tu le sois, mais je peux pas en faire plus que toi. Il faut que toi, tu décides que c'est pas ça que tu veux.» Puis il m'a dit: «Maman, hein, le bien-être social, c'est-tu le BS, ça?» Je dis: «Oui.» Il dit: «Ah non, non, je veux pas faire ça.» «Ah, OK. Bon, ben, voici tes options.» Alors, à 13 ans, l'année passée, à 13 ans et demi, le 28 mai, mon fils, est allé faire un déménagement à la Laquette. On a déménagé des boîtes, heu, puis il a eu chaud, puis il a été payé le salaire minimum par la Laquette pour déplacer des boîtes. Puis après 2 heures, il m'a dit: «Maman, c'est inhumain, ça faire payer le salaire minimum pour tasser des boîtes de même, là. Il fait chaud, c'est humide, je suis fatiguée, ça a pas d'allure.» Je dis: «Ben, mon garçon, si tu as pas ton DES, si tu vas pas étudier, puis même plus que ton DES, si tu vas pas, au cégep ou à l'université ou si tu trouves pas une carrière, tu sais, si tu te développes pas des qualifications quelconques à quelque part, ben, c'est ça le genre de job qu'il y a pour quelqu'un qui a pas d'études puis qui a pas de qualification.» Puis il y a du monde qui sont payés salaire minimum pour tasser des boîtes. Puis ils ont des boss qui sont bien moins bienveillants que moi. Et le 29 mai, mon fils m'a demandé de commencer à y étudier de façon formelle. Et rendu en septembre, je lui ai dit: «OK, ben là, ça a l'air sérieux», parce qu'au début, j'étais comme: «Oh, ça va durer 2 semaines, puis il va se tanner.» Il a continué pendant tout l'été, il a étudié. Il n'aimait pas ça, mais il l'a fait. Puis en septembre, je lui ai dit: «Ben là, ça a l'air sérieux ton affaire, là, ça fait 4 mois que tu étudies. Tant qu'à étudier, veux-tu aller chercher ton diplôme?» Il dit: «Oui, maman.» Fait que ça fait maintenant, presque 1 an que je fais mes listes, les mêmes listes que j'avais quand il y avait 7 ans.
Puis, il doit finir sa liste à chaque semaine. Puis moi, je lui ai dit que le plus qu'il allait évoluer, euh, le moins que j'allais être là. Je disais, à 20 ans, je ne serais pas en train de t'aider avec tes devoirs. Fait que tu as le choix. Soit tu décides d'étudier à 13 ans maintenant, quand je suis là, puis je vais t'aider, puis je vais te soutenir, puis je vais te préparer du matériel, puis je vais aller chercher les ressources, puis je vais tout faire. Soit, à un moment donné, tu vas réaliser que tu as besoin d'études, puis tu vas y retourner, mais rendu là, moi, tu sais, je ne vais pas faire du tutorat à 20 ans. Là, il y a des organismes, tu iras chercher. Là. Euh, Fait que c'est pas toujours facile parce qu'il aime pas ça. Il aime vraiment pas ça, étudier de façon formelle. Mais il le fait. Puis des fois, il est en retard sur sa liste. Et des fois, il a fini juste une semaine plus tard. Puis des fois, je me dis, ah, coudonc, il a-tu arrêté? Il va se prendre des pauses. Mais à un moment donné, il rattrape sa liste puis il retourne à jour. Puis des fois, il me fait ça encore des faces de pourquoi tu m'as donné ça, maman? Oh non! Puis je dis, Léo, là, j'ai regardé c'est quand les examens ministériels, c'est quand les dates limites pour donner les travaux qu'il faut pour avoir tes crédits et tout ça. J'ai divisé le nombre de semaines qu'il y a pour que ça donne que tu as fini avant l'examen. Fait que c'est comme ça que je l'ai divisé. Si ça tente de regarder comment je l'ai fait puis de le retravailler, c'est correct, mais tu ne vas pas inventer des semaines, là. C'est ça qui reste de temps pour le faire. Puis des fois, il me dit, ben, j'ai pas besoin de savoir ça. C'est quand tu as utilisé ça dans ta vie? Puis là, je dis, ben, le veux-tu l'examen? Tu sais, c'est vraiment authentique, notre conversation. Je n'essaie pas de le leurrer puis de dire, ben oui, tu vas utiliser Pythagoras quand tu vas être plus vieux, puis c'est vraiment important. Il sait qu'il ne veut pas aller en sciences, il sait qu'il ne veut pas aller en mathématiques, même s'il est fort là-dedans, puis qu'il y a du potentiel. Parle-moi pas de ça. Mais il sait que ce n'est pas ça qui l'intéresse. Fait que je ne vais pas y mentir. Là. Je ne vais pas lui dire, ben oui, c'est important que tu le saches, c'est important de développer ton mental, etc. Il développe de plein d'autres façons son mental, mon fils. J'ai dit, tu as dit que tu voulais ton diplôme, c'est sur l'examen. Tu le fais-tu ou tu le fais pas? Puis c'est ton choix, là. Tu as le droit de le couler, l'examen. C'est juste qu'on a parlé des conséquences. Fait qu'il est fini, il le fait. Il le fait. Puis des fois, il est comme, oh, tu m'as donné trop, non, 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 non. Puis là, à un moment donné, des fois, je dois mettre mon pied à table. Je dis, là, le plus que tu deviens vieux, le plus qu'il faut que tu t'arranges que moi, je trouve ça intéressant de t'enseigner. Parce que je peux embaucher un tuteur, tu peux prendre des cours en ligne. Moi, je suis prête à t'embaucher un tuteur. C'est pas obligé d'être moi, là. Il y a l'école, il y a des cours en ligne, il y a du tutorat, il y a plein de différentes façons que tu peux apprendre. Mais il ne veut pas de tuteur, il ne veut pas d'autre. Fait que je dis, il faut que tu rendes ça intéressant pour moi si tu veux que je t'aide avec ton but. Et c'est ça la différence, je pense, qui fait que c'est tellement fort l'unschooling, c'est que c'est devenu le but de mon garçon et non pas mon but. Moi, j'ai comme décidé que j'allais le soutenir, puis que j'allais faire de mon mieux pour l'encourager à réussir de façon traditionnelle, mais que si elle allait me battre pour ne pas le faire, j'allais pas créer l'enfer que j'ai vécu pendant mon enfance avec mon frère puis ma mère qui s'engueulait, des portes qui claquaient, ma mère qui pleurait parce que mon fils elle voulait pas étudier. Je dis, c'est un choix que tu as. C'est pas un choix que j'encourage, mais c'est un choix que tu as et ça change la dynamique complètement. Parce qu'une fois qu'il réalise que je suis prête à le laisser ne pas réussir, ben là, ça tombe sur ses épaules et ses choix. Il peut plus, c'est plus une chicane de force. Et c'est devenu maintenant, c'est moi et mon fils contre le monde. Là, tu as un examen, ça va être difficile, je vais t'aider. Tu vas me demander de l'aide. Quand je donne ma liste de devoirs à mon fils, il me dit merci, maman. Ça me fait toujours rire, là. Il me remercie d'y avoir donné les devoirs. Il voit à quel point je travaille fort pour préparer ses cours. Il voit à quel point c'est un effort, puis que je pourrais tenter d'écouter d'un film puis faire des affaires. Le fait que j'ai laissé mon fils prendre des décisions tôt dans sa vie, ça l'a pratiqué à prendre des décisions. Ça l'a pratiqué à prendre des décisions qui sont dans son intérêt parce qu'il sait que je vais le laisser prendre des décisions qui ne sont pas dans son intérêt. Puis que s'il veut se caler, puis qu'il est assez motivé pour se caler, il est capable de se caler. Fait qu'il il sait que le filet est comme moi là. Le filet est là que je vais lui dire, attention, là, le trou, il s'en vient. Là. Es-tu sûr que tu veux sauter dans le trou à 2 pieds? Puis s'il dit oui, 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 maman, je vais sauter dans le trou à 2 pieds, ben c'est ce qui arrive. Donc,
C'est ce qui fait que j'ai trouvé que l'unschooling, pour mon fils, ça a été la meilleure chose qu'on a pu faire. Rendu il y a 2 ans, il m'a demandé de faire le tour des écoles secondaires. On a visité les écoles secondaires. On a même sélectionné l'école secondaire où il voudrait y aller s'il y avait à y aller. Mais c'est lui qui a décidé de rester à la maison et de faire ses études. Alors, il a vraiment fait un processus de recherche et de prise en charge de son éducation pour voir c'était quoi la méthode qu'il allait préférer. Il est allé voir ce que les écoles avaient à offrir. Et ça aussi, c'est une compétence que je vois et que je veux avoir. Tu sais, quand je parle de l'employé que je vais embaucher plus tard, là, c'est un employé qui va justement aller chercher les données, prendre une décision basée sur un processus de recherche que lui-même a fait et non pas quelque chose que je lui impose. Alors, je trouve que ayant fait l'unschooling, ça permet à... Tout le monde dit que mon fils est beaucoup plus mature, mais c'est sûr, il s'est pratiqué à prendre des décisions d'adultes beaucoup plus jeunes. Euh, Mes enfants savent comment faire de la recherche. Ma fille qui a 10 ans, qui dessine énormément, elle sait comment, je ne lui ai jamais enseigné, mais elle va chercher des dessins, elle va chercher des images, elle va les tracer sur sa tablette, elle fait de la recherche pour voir comment quelque chose est composé. Tout le côté résolution de problèmes, puisque c'est des problèmes de vie, des problèmes pas des paramètres clairs, pas avec une, tu sais, voici la question, puis les données, tu sais que dans ta question, toutes les données sont utiles, tu sais, c'est des problèmes flous. Ça crée une capacité de résolution de problèmes, une résilience et une capacité d'apprentissage, je pense, qui est beaucoup plus importante. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai vu. Euh, la crise d'adolescente est très différente dans une famille unschooling. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mon fils, il est quand même pas mal monosyllabique. Puis des fois, il grogne. Mais quelques heures plus tard, il va sortir de sa caverne, là, puis il va dire: Ah, maman, je suis désolée, j'étais de mauvaise humeur tout à l'heure, j'avais faim. On est plus à pied d'égalité. Le plus que je le respecte et que je respecte ses choix, là, je respecte comme un être humain à part entière, le plus qu'il me respecte aussi. Et je trouve que cette complicité-là fait qu'on est capable d'affronter, les chicanes ne durent pas 2 jours, 3 jours, une semaine, là. On va se pogner pendant 5 minutes, puis 1 heure plus tard, il y a un de nous 2 qui va s'être excusé, puis ça va aller. Fait que je vais vous dire que comparé aux crises d'adolescence que j'ai vues dans ma famille, ben là, c'est pas fini, il y a 14 ans, là. Je vous reviendrai dans 2 ans pour vous dire comment ça a été, mais j'aime mieux notre relation qu'on a maintenant avec mon enfant qui a 14 ans que la relation que j'avais avec mon enfant quand il avait 9 ans. Alors, c'est ça. Donc, je vais aller vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Les pour de l'école publique. C'est clé en main. Il y a des spécialistes dans chacune des matières, normalement. Il y a beaucoup d'enfants. Ma fille est allée à l'école cette année pendant 1 mois parce qu'elle était curieuse, puis elle voulait voir. Puis elle était contente parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants. À l'école maison, il y a aussi beaucoup d'enfants, mais c'est beaucoup multi-âge. Il y a beaucoup plus de multigénérationnel. C'est beaucoup plus organique. C'est beau, c'est bien, j'aime ça. Ça a des belles qualités. Mais dans les groupes de soutien, il y a peut-être 2 ou 3 autres filles de l'âge de ma fille. Puis ma fille, c'est une fille qui est faite pour être avec des clics, là, puis qui est faite pour avoir 10 personnes avec elle, puis qui, je dirais, est un people person, elle aime ça, les autres personnes. Fait que quand j'ai demandé cet après-midi c'était quoi l'avantage de l'école pour elle, puis elle m'a dit qu'il y avait plus d'amis, tu sais, elle avait le luxe de dire, eux, on a des intérêts en commun, puis avec eux, on n'a pas d'intérêt en commun. Tandis que dans l'école maison, c'est comme tu as 4-5 enfants qui ont le même âge, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. Plus jeune, c'est moins grave, mais le plus que ça avance, rendu au secondaire, les intérêts deviennent plus spécialisés. Fait que c'est encore plus difficile de trouver une clique d'enfants qui vont avoir les mêmes intérêts que tes enfants.
Il y a des enfants pour qui vivent ça bien, tu sais, que c'est pas un problème, mais il y en a d'autres pour qui je pense que l'école secondaire pourrait être avantageux côté bassin disponible d'amis de son âge. L'école publique et l'école privée, ce que j'ai dit à date, là, ça va pour l'école publique et pour l'école privée. Euh, je pense que quand ça va bien à l'école, c'est moins stressant que quand ça va bien en école maison, juste parce que on n'a pas de, tu sais, on n'a pas peur que la DPJ vienne ou que la DEM elle nous chicane. Tu sais, il y a pas, c'est pas ta responsabilité. Fait que si ton enfant est bien à l'école, ben c'est peut-être moins stressant de l'envoyer à l'école que de le garder à la maison. Mais pour un enfant avec des besoins particuliers, que ce soit douance ou pour des 10 et des enjeux de développement, etc., les envoyer à l'école, c'est pas plus reposant là, de ce que j'entends et ce que j'ai vécu. Pour un enfant qui a des très, très, très gros problèmes lourds, l'école, ça peut être utile parce qu'il y a des professionnels. Si ton cas est assez grave, tu peux avoir beaucoup de professionnels qui ont différentes spécialités. C'est gratuit, mais il faut que ton enfant soit en bas de la pile parce qu'il y a peu de services à l'école. Fait qu'on s'entend que c'est pas tous les enfants avec besoins particuliers. Et puis, ben, c'est gratuit. C'est gratuit, sauf qu'il y a beaucoup de frais à côté. Je dois vous dire que pour une famille unschooling, c'est cher côté activités de sortie. Puis les activités organisées, là, pour nous, on mettait nos enfants dans beaucoup d'activités, mais côté livre, côté uniforme, côté coût de supervision du lunch, puis nanana, ça s'accumule aussi à l'école, là. Tu sais, on se dirait qu'il y en a un qui est clairement plus cher que l'autre, mais c'est pas la réalité. Puis, ce que je vous dirais, c'est que pour l'école privée, c'est les mêmes avantages que l'école publique, sauf qu'il y a certains, euh, ça diminue un peu certains désavantages de l'école publique. Fait que, par exemple, dans l'école publique, un des enjeux, c'est que tu n'as pas de contrôle. Je veux dire, mon fils revenait avec des devoirs que c'était trop facile pour lui, mais c'était quand même plate. Fait qu'il fallait que je m'ostine avec lui pour qu'il les fasse. Puis là, il me disait, pourquoi j'ai besoin des frères? Je le sais déjà, ce matériel-là. Puis là, je suis comme, ben, je sais pas, parce que si je t'envoie à l'école, il faut que j'adhère à la mission de l'école, puis je peux pas te dire de pas faire tes devoirs. Fait que, fallait, parce que là, parce que. Fait que, encore là, j'avais de la misère à être authentique avec mon fils. Je pouvais pas lui dire de pas faire ses devoirs. Je, je pouvais pas lui expliquer pourquoi il devait les faire parce qu'il savait déjà ce qu'il y avait dedans. Euh, il fallait qu'il soit à l'école à une certaine heure, sinon il y avait une petite carte, une petite affaire dans son agenda. Puis si, tu sais, si ma fille avait été malade, puis que moi je l'amenais à l'école en retard, ben, c'était lui qui se faisait blâmer. Mais tu sais, j'ai d'autres choses à faire. Là. Puis tu sais, d'envoyer mon enfant, d'être à temps, tu sais, à la garderie, c'était correct parce que l'horaire était flexible. Mais à l'école, s'il n'est pas en train d'apprendre quelque chose, me faire engueuler parce qu'il est arrivé en retard, c'est comme, ben, au pire que lui soit puni, je trouvais ça pénible. L'école n'est pas personnalisée. Il faut balancer les besoins de plusieurs enfants. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Là. Il faut que nos enfants apprennent à vivre en société et tout ça. Mais c'est sûr qu'à la maison, on peut vraiment répondre aux besoins de nos enfants, faire une éducation sur mesure. Puis, et donc, l'école privée, je trouvais que ça diminuait un peu les enjeux, les négatifs de l'école. Bon, l'école privée était peut-être un peu plus tolérante. Si tu voulais partir en voyage, par exemple, ben, en autant que tu étais prête à payer pour du rattrapage, ça ne les dérangeait pas. L'école privée était un petit peu plus adaptée aux besoins de mon enfant parce qu'il y a différents types d'écoles privées avec des projets qui sont plus différenciés, disons. Mais c'est de voir est-ce que ça répond aux besoins de vos enfants assez pour la différence de prix. Et puis, ce que je vous dirais, en somme, donc l'école maison, je dis, c'est personnalisé, on peut s'adapter aux besoins de nos enfants, on peut s'ajuster, on peut essayer différentes choses. Moi, ce que je vous dirais, c'est que je ne vais pas vous dire que l'école maison, c'est mieux pour tout le monde.
Il y a des parents qui ne sont pas intéressés, il y a des parents qui n'ont pas le temps. Il y a des enfants, comme ma fille, qui a aimé l'école pendant un mois parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Elle a quand même choisi de rester à la maison après parce que c'était pas assez. Mais il y a des enfants, je suis sûre, qui vont être plus heureux avec le cadre de l'école. Puis, il n'y a rien qui vous empêche d'essayer quelque chose, d'essayer l'école maison, d'essayer l'école, un ou l'autre, puis d'arrêter après, de changer après. Ce n'est pas la fin du monde d'essayer. Mais ce que je vous dirais, là, c'est de ne pas arrêter d'essayer jusqu'à temps que vos enfants soient heureux. Parce que des enfants heureux, ça apprend plus. Enfants heureux, ça apprend à apprendre à vie. Des enfants heureux sont curieux. Des enfants heureux rendent le reste de la famille heureuse et bâtissent de la confiance et prennent des décisions qui sont saines pour eux. Moi, le choc que j'ai vécu, là, c'est quand le lendemain du jour que mon chum a dit à mon fils, tu fais ce que tu veux, il n'y en a plus de devoirs, plus jamais, jusqu'à temps que tu nous dises que tu veux en avoir. Le lendemain, mon fils a commencé à siffler et à chanter, spontanément. Je me rappelle, j'étais dans mon sofa, puis je lisais un livre, puis mon fils revenait de chez le voisin, puis moi, j'étais en train de lire, puis j'ai entendu quelqu'un siffler, puis j'étais comme, c'est donc bien le fun, quelqu'un qui siffle. Puis là, la porte est ouverte, puis mon fils est rentré, puis j'ai dit, mon fils, il siffle, mon fils, il chante. Je pensais que mon fils était morose de nature. Je pensais que mon fils était juste, tu sais, il y a des gens qui sont heureux, puis des gens qui sont malheureux. Mais non, j'avais un enfant qui était malheureux à cause des circonstances. Fait que n'arrêtez pas de chercher qu'est-ce qui va allumer votre enfant, puis qu'est-ce qui va faire que votre enfant va chanter. Puis s'ils ne sont pas en train de chanter en faisant l'école maison, essayez quelque chose d'autre. Puis une fois que vous avez essayé tout ce que vous pouvez penser, s'il n'est pas en train de chanter en école maison, bien, peut-être essayer l'école ou essayer, mais continuez à chercher parce que des enfants, c'est fait pour être heureux, puis être curieux, puis apprendre de la vie. Fait que s'ils ne sont pas heureux, puis en train d'apprendre, naturellement, c'est quelque chose qui ne va pas. Fait que lâchez pas, ça vaut la peine de travailler pour rendre vos enfants heureux. Merci Noémie, tu as un beau témoignage. Il nous reste encore une dizaine de minutes et on a J'ai parlé trop longtemps. Pour toi. Est-ce que tu avais terminé ton webinaire? Oui. Alors, écoute, il y a la même question qui revient un petit peu tout le temps, c'est la conjugaison finalement unschooling et DEM. Comment on s'en sort? Oui, bien, tout à fait. C'est sûr que c'est pas évident. Puis c'est épeurant aussi, là. C'est plus facile une fois qu'on a fait l'unschooling pendant un certain temps parce que c'est plus facile de parler à ses enfants. Ma fille, vu que je ne l'ai jamais forcée à faire des devoirs, jamais forcée à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire, c'est beaucoup plus facile d'avoir une conversation avec elle puis lui dire, écoute, à la fin de l'année, on va devoir parler à la personne de l'ADEME. Veux-tu faire un peu de matériel? Veux-tu faire quelques affaires? Veux-tu, quand tu fais quelque chose, me le donner pour que je puisse le montrer? Est-ce qu'on peut faire un peu d'histoire du Québec? Elle dit toujours oui, mais quand ça finit par être OK, là, c'est le temps de le faire, là, c'est là qu'elle dit non. Fait que j'ai dû être créative. Comme pour l'histoire du Québec, j'ai essayé vraiment beaucoup de choses. Là. J'ai essayé des vidéos, j'ai essayé j'ai essayé des livres, j'ai emprunté des livres à la bibliothèque, j'ai essayé de lire avant de se coucher. Ce qui fonctionne le mieux, c'est dans la piscine. Dans la piscine, elle est en train de s'amuser, elle ne peut pas écouter d'écran, elle ne peut pas faire d'autres choses. Fait qu'on parle de beaucoup de sujets, puis tu sais, je sors des sujets. Mais là, ce qui fonctionne en ce moment, c'est que je lui dis, on va faire des 7 minutes d'histoire. Fait que j'ai été sur le site de récit de Récitus et j'ai sorti par thème, puis je lis le thème, puis là, je lui dis, OK, avant de se coucher, mets ton cadran, on se parle 7 minutes, puis quand le cadran, il arrête, on arrête. Fini, pas fini. Fait que j'ai fait un 7 minutes sur les habitations des personnes des Iroquoiens. Après ça, on a fait un 7 minutes sur la nourriture, un 7 minutes, puis j'ai imprimé des photos. Fait qu'elle lit rien, c'est moi qui surligne quelques trucs du site, puis j'ai imprimé les photos, puis je lui montre les photos, puis on parle de la photo, puis on parle de ce que tu. Et c'est assez ludique que ça passe. Je suis chanceuse, comme je vous dis, parce que j'ai commencé l'unschooling, puis ils ont vraiment été libres pendant longtemps, que là, c'est facile d'avoir des négociations puis de trouver des compromis.
Mais ça étant dit, si l'obligation est arrivée plus tôt, je dirais encore aux enfants de faire ce qu'ils veulent, mais leur montrer c'est quoi les conséquences. Tu sais, l'ADEME, elle vient à la fin de l'année, puis moi, je dois leur montrer des choses. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais leur montrer? Puis si je leur montre rien, ben, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont dire que tu es obligé d'aller à l'école. Puis moi, légalement, je vais être obligée de t'amener à l'école, puis de t'amener un lunch, puis tu sais, de t'encourager à aller à l'école. Si tu refuses, tu fais le bacon, tu ne te lèves pas, tu ne veux pas, puis tu le fais assez souvent, puis c'est sûr que tu ne veux pas aller à l'école, bien, c'est la DPJ qui va venir chez nous. Puis la DPJ, ça va être à eux à décider si c'est à cause de moi que tu ne veux pas aller à l'école ou c'est parce que peu importe où tu es, tu n'irais pas à l'école. Fait que moi, je vais être obligée à ce moment-là, là, parce que je ne veux pas qu'ils te mettent ailleurs. Fait qu'en ayant ces discussions-là, tu sais, l'enfant voit bien là, que c'est un peu comme traverser la rue, là. Je veux dire, je veux bien que tu veuilles traverser ça rouge, mais s'il y a plein d'autos qui s'en viennent puis tu vas te faire rentrer dedans, là, c'est pas parce que je t'aime pas que je t'empêche d'y aller, là. C'est ça, là. Donc, c'est quoi qu'on va faire? Puis, moi, je ferais vivre les conséquences à mes enfants. Fait que je montrerai à l'ADM ce qu'ont fait mes enfants. Tout en essayant de broder quand même, là, je ne vais pas faire exprès. Là. Si mon enfant en a fait un peu, je vais essayer de faire passer ça. Là. Mais si mon enfant ne veut absolument rien faire, moi, c'est ce que dans la logique de ce que je ferais, c'est je lui parle des conséquences. C'est comme, je veux dire, je ne vais pas laisser mon enfant frapper quelqu'un d'autre. Il y a des limites. La limite de ta liberté, elle dépend de la liberté des autres. Arrête à la limite de la liberté des autres. Puis, tu es libre, tu es totalement libre de ne pas faire ce que l'ADEME veut, mais il y a des conséquences. Fait que tu es libre de vivre ces conséquences-là aussi. Puis, on va les faire. Je vais t'aider là-dedans, je vais t'aider à vivre les conséquences, puis à passer à travers, puis on va faire de notre mieux. Je vais faire de mon mieux pour que l'ADEME te laisse tranquille puis ait ta liberté. Merci Noémie. Deux autres petites questions concernant le unschooling. La première, c'est est-ce qu'il faut attendre que les enfants aient les bases de lecture pour faire du unschooling, pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls? Et l'autre question portera, je pense, sur un point qui est vraiment fondamental, c'est la fameuse socialisation des enfants qui font l'école maison. Comment ça fonctionne, Noémie? Oui, super. Alors, pour la socialisation, il y a, bon, à Montréal, moi je suis à Montréal, je suis chanceuse parce qu'il y a beaucoup de centres communautaires, mais il y a des gros groupes de soutien en Estrie, à Saint-Jérôme, il y en a un à Québec, il y en a partout, ben pas partout, mais il y en a dans plusieurs régions à travers le Québec. Et ces groupes de soutien ont des activités riches. Et je vous encourage, là, c'est plate parce qu'avec la pandémie, il y en a plusieurs qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas vécu ce côté de socialisation. Mais je vais vous dire, et pour les parents et pour les enfants, les groupes de soutien, les centres communautaires, c'est une richesse inestimable pour apprendre mieux. Tu sais, comme moi, je n'aurais pas fait l'unschooling si je n'avais pas vu d'autres enfants puis d'autres familles évoluer là-dedans, puis de réaliser que leurs enfants étaient corrects, là, que ce n'était pas des mal ajustés, là. Donc, je vous encourage à faire ça. Il y a des activités parascolaires. Si vous êtes dans un petit village, ben, allez voir votre école, puis allez poser des questions. Ça se peut qu'ils puissent vous laisser participer à des activités. Allez voir votre bibliothèque locale. Ça demande plus de débrouillardise de la part des parents, mais s'il n'y a pas de groupe de soutien, ben, partez-en un. Je sais aussi que la QED a des représentantes régionales et représentants régionaux dans différentes régions au Québec. S'il n'y a pas de représentant régional dans votre région, ben, appelez la QED puis offrez vos services et créez votre propre groupe de soutien. Ça vaut la peine. C'est vraiment une richesse. Puis là, Aurore, je m'excuse, j'ai oublié c'était quoi la première question. Il ne faut pas que tu m'en poses deux à la fois. L'autre question, c'est est-ce qu'il faut que les enfants sachent lire? Sache lire. Ma fille a appris à lire en jouant à Minecraft. Elle a appris à écrire et à lire. Parce que là, dans Minecraft, il faut chercher du matériel pour trouver du matériel pour meubler son truc, là, et il faut faire de la recherche et c'est une recherche textuelle. Alors, elle me demande comment j'appelle ça, comment j'appelle ci, comment j'appelle ça. L'important, c'est d'offrir un environnement stimulant et riche de littératie.
lire à ses enfants avant de se coucher, lire la recette ensemble quand on cuisine. C'est de ne pas non plus tout donner, tout cuit dans le bec à nos enfants. Je vois souvent, tu sais, ma fille, elle va poser une question, puis ma mère va juste y répondre. Moi, ma fille, elle me demande comment appeler quelque chose. Je dis, ben, comment tu l'appellerais, toi? Puis là, tu sais, au début, c'était comme ça n'avait pas rapport, les lettres, là, elle me sortait n'importe quoi. Puis là, ben, on part du son, là, c'est tu sais, c'est un L, non, ça peut pas être un L. Puis, et fait que la leçon, elle se fait à travers la journée, à travers les embûches que vivent les enfants. Donc, non, pas besoin d'apprendre à lire parce que justement, le challenge d'aller chercher la stimulation dont l'enfant a besoin, euh, ça va demander à l'enfant de lire et donc il va apprendre à lire pour pouvoir aller chercher sa stimulation. Ma fille qui voulait sauvegarder une vidéo, là, puis là, je disais, ben, tu as vu une vidéo, c'était à propos de quoi? Ah, il y avait telle affaire. OK, ben, comment t'appelles telle affaire? Je n'avais 5, 10 questions comme ça d'épellation par jour. Ben, dans une dictée à l'école, il y a 10 questions, il y a 10 mots par semaine. Fait que, au fur et à mesure de la semaine, elle en faisait plus que, elle apprenait à écrire plus que 10 mots par semaine. Donc, puis j'ai parlé à des enfants qui ont fait l'école maison, l'unschooling, puis qu'après, ils sont allés à l'école. Puis j'avais déjà demandé, tu sais, c'est pas faire des textes soutenus, c'est pas compliqué en école, tu sais, quand tu n'as jamais vécu ça. Puis il me disait, ben si tu es capable d'écrire une phrase, un texte soutenu, c'est juste bien des phrases. Fait que une phrase de plus. Quand j'étais au téléphone, mon fils, il me demandait, tu sais, j'avais dit, si tu as quelque chose, il faut que tu me l'écrives, si tu veux quelque chose. Fait que là, je savais qu'il savait écrire parce qu'il écrivait, je peux-tu avoir 20$ pour aller au DEP? OK, bon, OK, il sait écrire, il sait assez pour savoir ses besoins, puis il n'y avait pas d'erreur dans son texte. Ça a pris plus de temps, par contre. Ma fille a 10 ans, puis c'est maintenant qu'elle écrit sans faute, ou en tout cas avec moins de fautes. Là. À 8 ans, là, c'était assez intense. Fait il faut de la patience. Il faut de la patience. Il faut relire, il faut parler à d'autres unschoolers, puis se rappeler que ton enfant va sortir de ça. Des fois, il y a des longueurs, il y a des moments que c'est pénible. Alors, une toute dernière question, Noémie, en 1 minute. C'est une maman qui dit, bah, moi, je travaille à la maison, j'ai un service de garde, je dois retirer mon enfant pour des raisons personnelles. Comment je peux faire pour... Est-ce que je peux travailler en même temps que je fais l'école maison, finalement? Je l'ai fait. Je l'ai fait. Ça demande de créativité. Je vous lance rapidement. J'avais ma mère qui gardait une journée. J'avais la femme de ménage qui venait une journée, semaine faire le ménage. Elle, c'était le moment indépendant. Quand j'étais plus formelle, là, que mon fils faisait ses devoirs, puis quand j'étais plus formelle, ben, il faisait ses affaires quand même. Et elle jouait au Monopoly avec mon fils. J'avais une journée, quand on faisait du formel, mon fils, il y avait des tuteurs qui venaient cette journée-là. On avait une journée d'échange avec une autre famille, avec ma fille. Puis, il y avait une journée où on l'amenait au travail avec nous. Fait que, en étant créatif, surtout, là, c'est votre première année, puis une année de pandémie. Vous n'avez peut-être pas eu la chance de créer vos réseaux. Mais une fois que les choses vont s'ouvrir, puis que vous allez pouvoir faire des centres de soutien, des centres communautaires, des groupes de soutien, etc., vous allez rencontrer d'autres parents qui vont avoir des besoins similaires. Vous allez pouvoir faire des échanges. Vous allez pouvoir apprendre des autres parents, des solutions que les autres parents ont eues. L'année la plus difficile, c'est la première. C'est pendant que vous êtes en train de bâtir votre réseau. À un moment donné, vous allez trouver des solutions avec le temps. Mais il faut se donner ce temps-là pour bien déchiffrer nos choses. Exact. Alors, Noémie, on va devoir arrêter là parce que toi, tu enchaînes la même conférence, mais du côté anglophone. Il y a une maman qui demandait, est-ce qu'on va pouvoir revoir la conférence? Oui, elle est enregistrée, elle est diffusée en fait en direct sur le groupe Facebook de laquelle, donc vous pourrez, c'était Isabelle qui demandait, vous pourrez aller la visionner, effectivement, la montrer à votre fils. Merci infiniment, Noémie. Je pense que ça a été une conférence magique. Tu t'es livrée, tu as été très, très authentique comme toujours. Je pense que ça a aidé énormément de parents. Alors, merci infiniment, Noémie. Merci à tous les parents, toutes les familles qui nous ont suivis ce soir. Donc, on vous dit évidemment à la semaine prochaine. Vous pourrez vous enregistrer pour la conférence de la semaine prochaine. Et Noémie, on se revoit de l'autre côté, du côté anglophone, dans 1 minute. Excellent. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur Facebook. Je vais retourner demain, puis je vais répondre aux questions. Si vous pouvez faire un fil, je ne sais pas si c'est sur Facebook en ce moment? Oui, exactement. Oui, alors je vais écrivez-le sur le post sur Facebook, puis je vais répondre à vos questions. Superbe. Merci beaucoup à tous. À bientôt. À bientôt.